C'est l'État aussi qui décide d'octroyer ou pas ces possibilités de prélèvement, tout comme c'est l'État qui décide d'octroyer les volumes d'eau pour les agriculteurs, pour leur culture. Et je pense qu'on a ensuite utilisé le rapport du BRGM d'une autre façon. On voit bien aussi qu'il y a le modèle agricole qui est défendu à travers ce type de projet, qui est un modèle plutôt productiviste. Bonjour à toutes et tous, on se retrouve donc pour cette deuxième partie consacrée à la délicate question des retenues de substitution, ou bassines, ou encore méga-bassines, selon votre degré d'adhésion ou de rejet à ces aménagements. Pour celles et ceux qui nous rejoignent sans avoir vu la première partie, je ne peux que vivement conseiller d'aller la voir. Elle devrait s'afficher quelque part dans un coin de l'écran, puisque cette vidéo est vraiment dans la continuité de la première. Elle va y faire référence, y répondre et parfois même y apporter quelques nuances. Pour rappel, nous avions surtout analysé un aspect particulier du problème des bassines, celui qui semblait cristalliser beaucoup d'affrontements, à savoir la caution scientifique apportée à ces aménagements, notamment via le rapport d'étude du BRGM. Et la conclusion de cette première vidéo, c'était que la science ne validait en réalité pas particulièrement ces aménagements, les considérant comme des maladaptations au changement climatique. Bref, si à la fin de la première vidéo je vous avais un peu teasé en vous annonçant une vidéo bien plus politique que la première, je tiens à être fidèle à ma promesse. Et je vais commencer par un petit twist. Sachez qu'aussi étrange que cela puisse vous paraître après cette première vidéo, la science ne dit pas pour autant qu'il ne faut pas construire ces aménagements, et qu'il est parfaitement possible de considérer, malgré tout, et de manière parfaitement cohérente et rationnelle, que les bassines sont tout de même de bons aménagements, ou à minima, de nécessaires ouvrages. Quoi? Mais comment donc? Qu'est-ce encore que cette vaste fumisterie, vous entends-je déjà dire? Eh bien parce qu'à bien des niveaux, le choix de tels aménagements relève invariablement d'un choix politique, répondant à des visions du monde, des idéologies dans lesquelles la science avec un grand S va certes jouer un rôle important, et notamment argumentatif, mais qui n'en consistera pas, quelle que soit la position défendue, le fondement essentiel. Alors quelle est la politique de l'eau qui guide le soutien à ces bassines? Doit-on simplement écouter les scientifiques pour prendre la bonne décision? Et d'ailleurs, est-ce si simple? Entre science, société et politique, on refait le point sur les bassines. Bienvenue dans l'Argumentarium. Vous avez le devoir d'écouter les scientifiques. Et c'est tout ce que nous Lorsqu'il y a des faits avérés, il faut quand même regarder la science. Donc c'est vrai, moi ça me met mal à l'aise de réaliser qu'un expert scientifique en fait verse dans le militantisme politique. Bien, maintenant qu'on a fait cette petite introduction, j'en profite d'abord pour vous remercier. La première vidéo de cette chaîne a dépassé les 50 000 vues à l'heure où je tourne celle-ci, et vous êtes déjà presque 5 000 à vous être abonnés, comme ça, dès la première vidéo. Alors ça met un petit coup de pression, je ne vous le cache pas, je n'avais pas du tout prévu cet engouement, mais je suis surtout très touché de votre confiance. Donc voilà, je vous remercie, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un commentaire, déjà parce que j'essaie de les lire, et en plus parce qu'apparemment c'est très bon pour le référencement, selon les derniers préceptes du culte officiel du grand algorithme de YouTube. Mais le temps presse et je sais qu'il vous est précieux, je vais donc enchaîner sur le sujet de la vidéo, à savoir méga-bassines, ce que ne dit pas la science. Et pour se plonger dans le très vaste sujet du rôle que joue la science dans le cadre d'une politique publique, rien de tel que de repartir d'un argument très souvent utilisé par les défenseurs des bassines, que je n'avais pas mentionné dans la première vidéo, mais qui joue un rôle argumentatif très important dans les débats autour de ce sujet. Vous l'avez forcément entendu à un moment ou à un autre, puisqu'il semble scientifique, ou tout du moins assez technique, mais il ne l'est en réalité pas vraiment. L'argument des eaux en excès, ou perdues à la mer. Cet argument défend le fait que dans le cas spécifique de la région du Marais Poitevin, la nappe est phréatique et libre. Ce qui signifie qu'elle est très proche de la surface, qu'elle réagit beaucoup avec elle et qu'elle se remplit donc assez vite avec les précipitations. Ce type de nappe a donc une particularité. Si elle atteint sa capacité maximale, elle déborde, c'est-à-dire qu'elle peut provoquer une sorte de petite inondation locale, soit en abondant au débit des rivières, soit en remontant à travers le sol pour ressortir là où elle peut. Or, pour les défenseurs des bassines, ces ouvrages sont justement conçus pour puiser dans la nappe au moment où elle atteint cette capacité maximale, permettant donc de ne capter que l'eau qui aurait débordé de toute façon. Une eau en quelque sorte en excès, qui n'aurait pas été utilisée, voire qui aurait pu causer des dégâts en termes d'inondation locale.
Et c'est vrai que vu comme ça, on se demande bien quel est le problème des antibassines. Ok, c'est peut-être pas la panacée environnementale, mais face aux sécheresses qui se multiplient, n'est-ce pas mieux de capter et de stocker de l'eau en excès en hiver pour l'utiliser lorsqu'elle manque en été? Cette réflexion relève du bon sens en fait, pas d'un point de vue politique, vous entends-je déjà dire. Eh bien non, pas du tout, et c'est justement cet argument qui va nous permettre de faire entrer à la fois l'idéologie et le politique dans cette question des bassines. Alors, je préfère vous prévenir, dans cette vidéo, comme dans les autres d'ailleurs, le terme d'idéologie ne sera jamais entendu de manière péjorative. Une idéologie est un système prédéfini d'idées à partir desquelles la réalité est analysée. C'est en quelque sorte la vision, le prisme par lequel nous interprétons le monde. Pas de caractère péjoratif donc, sur ce, reprenons. Car il se trouve que la scientifique Florence Abetz, hydrologue spécialiste des sécheresses, qu'on avait d'ailleurs mentionné dans la première vidéo, a répondu en détail à cet argument dans un article sur le site Bon Pote, intitulé « Analyse, peut-on stocker les excès d'eau perdus à la mer ?» En substance, ce qu'elle pointe du doigt, c'est que l'idée qu'on puisse évaluer, quantifier et mobiliser avec exactitude l'eau en excès d'un territoire relève un peu du fantasme à la fois idéologique et technique. Idéologique d'abord parce que cette notion même d'eau en excès n'a pas de sens en sciences de l'environnement. Même les inondations jouent un rôle, comme la préservation de zones humides ou l'évacuation du bouchon vaseux dans les estuaires par exemple. Prélever de l'eau dans le cycle naturel entraîne nécessairement une pression sur le milieu, que celle-ci nous soit évidente ou non. Cette pression peut d'ailleurs ne révéler ses conséquences qu'après un certain temps ou suite à l'accumulation d'une ribambelle de petits ouvrages sur un même territoire, que ce soit l'assèchement progressif d'un marais ou le changement de salinité d'une zone côtière par exemple. L'eau en excès, inutile ou perdue n'a donc pas de réalité environnementale, ce sont des notions idéologiques. Elles ne sont en excès que d'un certain point de vue, et en l'occurrence, le nôtre. C'est donc ainsi que Florence Abetz termine son propos dans ce billet. Alors que l'eau est un milieu de vie, un vecteur de transport pour tous les éléments érodés et lixiviés, nutriments et sédiments nécessaires à d'autres milieux, on a tendance à ne considérer l'eau que comme une ressource, c'est-à-dire un élément naturel à exploiter, réduisant ainsi la question politique de l'eau à une question d'efficacité technique. Et puisqu'on est dans l'efficacité technique, justement, soyons bien clairs. Sachez que personne ne pourra jamais vous garantir que l'eau qui sera pompée dans les nappes pour remplir ces bassines sera bien une eau en excès, si tant est que cette notion existe. Que ce soit par le manque de connaissances locales sur les interactions nappe-rivière, le déficit d'instrumentation permettant le suivi de chaque pompage, les limites de nos modélisations ou les incertitudes des prévisions météorologiques, c'est simple, nous n'avons pas les moyens de réaliser cette prouesse technique. De plus, et c'est l'enseignement que vous avez normalement tiré de la première vidéo, même si nous pouvions effectivement le faire, les effets du changement climatique viendront de toute façon perturber grandement cette très hypothétique gestion optimale. Voilà, ça c'est pour le volet technique. Ok. Très bien. Mais on est ici pour parler de politique, et à part la vision anthropocentrée du pompage de l'eau, on est un peu léger jusque-là, non? Eh bien c'est justement là, dans cette question des pompages, que va intervenir le politique, entendu comme le preneur de décision. Car si vous pensez qu'en France, ce sont les scientifiques qui déterminent les seuils de pompage optimaux pour une bonne gestion de l'eau, eh bien détrompez-vous. Les seuils de pompage réglementaires, qui sont par exemple prévus dans le protocole d'accord lié à ces bassines, sont en fait déterminés, comme c'est l'usage en France, par arrêté préfectoral. Alors bien sûr, officiellement, ces arrêtés sont pris après consultation des services compétents. Mais dans les faits, et c'est ce qu'ont d'ailleurs relevé les représentants du BRGM lors de leur audience au Sénat pour la mission interministérielle sur la gestion de l'eau le 16 mars dernier, il y a finalement assez peu d'échanges entre eux et les préfets pour fixer ces seuils réglementaires. Et dans le cas de ce projet de construction de bassines, par exemple, le BRGM rappelle qu'il n'a pas eu la main sur ces seuils de pompage. C'est la COP de l'eau 79, le collectif d'agriculteurs maîtres d'ouvrage des aménagements, qui lui a fourni ces éléments. Et selon le protocole prévu, c'est bien par un arrêté préfectoral interdépartemental rendu le 20 juillet 2020 que les autorisations de pompage sont délivrées, et pas par le BRGM, qui dispose, in fine, d'une marge de manœuvre assez réduite, ce qu'il semble regretter au passage. Vous voyez bien là le moment où le politique, au sens du preneur de décision, intervient. Car même si le BRGM pouvait effectivement évaluer finement les seuils permettant le pompage d'un volume optimal au moment optimal à un endroit optimal, ce ne sont de toute façon pas les scientifiques qui délivrent ces autorisations de pompage, c'est l'État à travers ses préfets.
Ce qui pose un peu la question à 76 millions d'euros, oui c'est ce que va coûter la construction des bassines. Quelle politique guide les prises de décision de l'État en matière de gestion de l'eau? Alors autant vous le dire tout de suite, nous n'allons pas nous plonger dans les méandres des politiques publiques de l'eau en France dans cette vidéo. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que la gestion de l'eau en France c'est très complexe. Il y a 12 000 acteurs en jeu, plusieurs échelons de décision, des adaptations locales et surtout ça entremêle science, gestion, démocratie locale et politique nationale à un tel point qu'il faudrait consacrer toute une vidéo à ce sujet. Ce qu'il vous faut simplement savoir à ce stade, c'est qu'il y a plusieurs échelles d'intervention et de compétences sur la gestion de l'eau en France, allant de la petite commission locale de l'eau jusqu'aux agences de l'eau en passant par les syndicats de bassins versants et les établissements publics territoriaux. Ces acteurs de l'eau se trouvent en permanence contraints de discuter ensemble et avec les usagers, notamment dans le cadre des comités de bassin, pour trouver des moyens équilibrés de répartition de l'eau, selon les divers usages d'un territoire. Mais l'État, lui, n'a pas à s'embarrasser de ce genre de mécanisme. S'il le souhaite, il ordonne aux préfets, les préfets exécutent la décision, point, barre. L'État, c'est l'agent politique par excellence, c'est un peu le boss du game. Il peut s'appuyer sur les indicateurs fournis par les scientifiques s'il le souhaite, il peut laisser la démocratie locale s'exprimer s'il le souhaite, mais il peut également parfaitement se passer de tout ça pour prendre des décisions plus ou moins arbitraires s'il le souhaite. Il peut même s'engager dans un bras de fer avec la justice, comme ce fut le cas pour 5 bassines de Charente-Maritime, définitivement prononcées illégales par la Cour administrative d'appel de Bordeaux en 2022, après 14 ans de combats judiciaires, et malgré des autorisations successives données par le préfet du département. Ainsi, les arbitrages de l'État peuvent très bien se faire en fonction d'une idéologie ou pour répondre à un agenda politique, et pas forcément en fonction de ce que disent les acteurs locaux, voire de ce que disent les scientifiques. Et on peut considérer sans trop s'avancer que l'État soutient actuellement une vision assez particulière de l'agriculture qu'on peut résumer en un terme que j'avais déjà employé dans la première vidéo, le productivisme. Alors ici, à nouveau, le terme n'est pas utilisé dans un sens péjoratif mais descriptif. Le productivisme est entendu ici comme une idéologie qui place la croissance de la production comme un objectif prioritaire pour la société, vecteur de prospérité pour les êtres humains. Alors je préfère être honnête à ce stade, ce qui va suivre relève d'une analyse personnelle. Bien sûr cette analyse est soutenue et documentée, mais il ne s'agit pas, et j'insiste, d'un travail de vulgarisation scientifique. Comme ça, c'est clair. Dans le sujet qui nous préoccupe, il est assez évident que les tenants de l'idéologie productiviste vont soutenir a priori ces bassines. Celles-ci permettent en effet d'assurer un apport en eau conséquent et contrôlé pour les activités agricoles, à savoir l'irrigation des cultures et l'abreuvement du bétail. Et c'est cet apport d'eau contrôlé qui va permettre, combiné à d'autres facteurs agronomiques contrôlés tels que l'apport d'engrais et l'application de certains pesticides, non seulement d'améliorer les rendements, mais aussi et surtout de les calibrer et de les sécuriser dans un objectif de distribution. Ce qui inquiète beaucoup les acteurs de cette filière agricole, et à juste titre d'ailleurs, c'est qu'avec le changement climatique, cette ressource en eau soit de plus en plus limitée et menace ainsi la sécurité de leur modèle économique. D'où le principe des bassines pour pallier le problème. Celles-ci apparaissent ainsi à leurs yeux comme des solutions techniques viables, notamment dans certains territoires qui sont propices géologiquement, mais aussi politiquement, pour assurer à moyen terme la survie de leur système de production. Car sans elles, ces acteurs se retrouveront invariablement confrontés à la dure loi du marché et s'exposeront à des choix concurrentiels bien plus rudes de la part des filières de transformation agroalimentaire en faveur d'autres producteurs à l'échelle internationale qui, eux, disposeront peut-être de cette ressource sécurisée. Mais autant le rappeler ici, contrairement à une idée reçue, l'irrigation n'est pas vraiment une nécessité agricole en France. L'immense majorité de l'agriculture y fonctionne d'ailleurs sans irrigation, y compris en grande culture. Selon les dernières données de l'Agreste de 2020, seuls 7% environ de la surface agricole utile est irriguée, et seulement 20% des agriculteurs irrigués. Et encore dans ces 20%, on compte une multitude de petits irrigants sur des très petites surfaces qui n'ont pas besoin de prélever énormément dans la ressource pour assurer une bonne production. L'essentiel de l'irrigation est utilisé pour quelques cultures spécifiques, comme le maïs, qui représente à lui seul un tiers des surfaces irriguées, et pour d'autres céréales, cultures de fourrage et protéagineux, qui ont toutes le point commun d'avoir des débouchés souvent industriels et orientés vers les marchés mondiaux, mais surtout à destination de l'alimentation des animaux d'élevage. Or, c'est un secteur de l'agriculture qui est particulièrement pointé du doigt en matière d'émissions de gaz à effet de serre et de pression sur l'environnement.
Le pompage massif de l'eau pour l'irrigation est donc une spécificité d'un certain modèle agricole, le modèle productiviste. Construire des bassines est donc une réponse à cette agriculture-là et pas une autre. Et d'ailleurs, une très récente enquête de Mediapart sur les exploitations qui sont connectées à la bassine en construction de Sainte-Soline est tout à fait formelle sur ce point. Il s'agit bien exclusivement de grands producteurs céréaliers et d'éleveurs avec des surfaces moyennes agricoles de près de 150 hectares. Et 150 hectares c'est beaucoup, hein. C'est l'équivalent de plus de 210 terrains de football ou d'un petit arrondissement parisien. La moyenne française c'est 69 hectares. Ce n'est donc pas aberrant que les engagements à réduire les intrants agricoles et à changer d'agriculture soient d'une part si peu ambitieux dans le protocole d'accord dénoncé par les associations environnementales et le collectif militant Bassines Non Merci, et d'autre part si peu respectés. Comme nous le révèle un rapport de 2021 de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne sur les bassines déjà existantes sur le bassin, aucune évolution majeure du système agricole n'est constatée chez les irrigants concernés. Et si on voit une amélioration des niveaux de nappe, certes insuffisante au regard des objectifs fixés, mais une amélioration quand même, le constat est en revanche très clair sur les volets pesticides et nitrates. Les bassines n'ont pas eu les effets escomptés sur les pratiques agricoles. Et c'est parfaitement normal, puisque ces bassines sont justement faites pour soutenir majoritairement un modèle agricole productiviste. Si les agriculteurs concernés devaient s'extraire de ce modèle agricole, alors ils n'auraient pas besoin de ces bassines. Leur position, et j'insiste particulièrement là-dessus, est donc parfaitement normale et rationnelle. Répondre aux attentes du marché est un objectif essentiel pour ces exploitants agricoles, qui ont construit un modèle économique basé sur cette filière. Et garantir un apport sécurisé en eau permet bien de répondre à ces attentes. S'inscrire dans cette idéologie est d'autant plus rationnel pour ces exploitants que c'est la même idéologie qui guide de très nombreux choix politiques à l'heure actuelle, que ce soit à travers la politique agricole commune qui soutient massivement ce modèle agricole productiviste, ou la politique de l'État français à travers le maintien du recours aux pesticides et l'aide active à certaines filières, ou encore du fait du soutien de la FNSEA, puissant syndicat agricole majoritaire dans la profession, qui tient clairement une ligne productiviste. C'est d'ailleurs Christiane Lambert, présidente de la FNSEA jusqu'à une période très récente, qui venait sur les plateaux télévisés défendre les bassines, bien plus que les agriculteurs locaux de la COP de l'eau 79. Et celle-ci n'hésitait pas à défendre un discours résolument politique, en accord avec la position du gouvernement, donnant son avis sur les violences contre les policiers, la légitimité de l'État et des institutions, ou encore l'importance pour la France de produire et exporter d'autant plus en ces temps de guerre en Ukraine. La proximité idéologique de l'État avec la ligne défendue par cette agriculture est donc assez évidente, d'où le fait qu'on ne retrouve plus quasiment à l'heure actuelle que des représentants de l'État et des agriculteurs dans le protocole du Marais Poitevin. Protocole dont sont progressivement sortis la quasi-totalité des associations environnementales locales, les représentants agricoles non productivistes et, dernier claquement de porte en date, la Fédération de pêche des Deux-Sèvres. Et d'où également l'important soutien financier à ces ouvrages, via notamment l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, le plan France Relance et le fonds européen de la PAC à hauteur de 70%, soit environ 50 millions d'euros de deniers publics. Ouvrages qui, selon toute vraisemblance, n'auraient jamais été rentables économiquement pour les agriculteurs s'ils avaient dû les construire sur leurs fonds propres, comme le suggérait déjà un rapport de l'Agence de l'eau Adour-Garonne de 2011 qui avait envisagé un temps d'en construire sur son territoire. Ok super, vous entends-je dire, merci beaucoup pour ce très long détour par l'idéologie productiviste et son lien avec les bassines, c'est très éclairant, tout ça. Mais enfin, pourquoi la science ne dit pas clairement qu'il ne faut pas construire ces bassines ? Eh bien, j'y viens. Une des conséquences de la politique productiviste, c'est qu'elle va générer pas mal de dégâts, comme aggraver le changement climatique et la destruction de la biodiversité, notamment du fait de ce qu'on appelle les externalités négatives. C'est en gros les effets secondaires nuisibles, les déchets qu'un système productif va engendrer sans pour autant les prendre à sa charge. Car produire toujours plus entraîne invariablement des conséquences sur l'environnement, que ce soit par la pollution aux nitrates, la contamination aux pesticides, l'épuisement des ressources ou encore l'émission de gaz à effet de serre. Face à l'évidence de ces externalités négatives, le politique a généralement deux options à sa disposition. Mettre en place des réglementations pour interdire certaines pratiques, ou bien investir dans l'optimisation technique des process pour réduire les nuisances liées à ces pratiques. Or, la vision productiviste, par cohérence idéologique, va évidemment s'opposer aux premières, perçues comme des attaques insupportables de la part de Khmers verts, bobos gauchistes, irrationnels, dangereux éco-terroristes. Pardon.
comme des contraintes arbitraires qui vont désavantager les acteurs français sur les marchés concurrentiels en diminuant leur compétitivité. Elle va donc prioritairement miser sur le levier de l'optimisation technique pour gérer ces externalités négatives sans remettre en question l'objectif productiviste. Elle va donc demander à la science de produire des connaissances en adéquation avec ses attentes. Et c'est comme ça que leur relation avec la science est tissée, dans une sorte de narratif politique à l'interface science-politique, oui c'est un peu méta, que l'on nomme généralement le techno-solutionnisme. Cette approche de la science vise à lui demander d'apporter des solutions techniques à des problèmes qui sont eux aussi perçus comme techniques, sans avoir besoin de trop changer les usages. Et normalement, vous commencez à percevoir comment la boucle est bouclée avec le propos initial sur la vision technique et anthropocentrée de l'environnement dont parlait Florence Abetz. Cette vision de l'eau en excès entre en cohérence parfaite avec l'idéologie productiviste par le biais du technosolutionnisme. Il faut optimiser les process, il faut optimiser la ressource, il faut récupérer cette eau en excès perdue à la mer. La boucle est bouclée, tout fonctionne, tout est cohérent, tout est parfaitement rationnel. Face à l'externalité négative du changement climatique, la solution productiviste ne se trouve pas dans les changements d'usage ou les interdictions de certaines pratiques. La science va nous fournir des solutions techniques pour optimiser les process et garantir l'objectif de production. Vous voyez, comme je vous l'avais promis, il est donc parfaitement possible d'être pour les bassines tout en étant parfaitement rationnel et en accord avec la science. Il faut juste avoir une certaine vision du monde et une certaine vision de la science. Et il n'y a aucune raison valable de penser que cette vision est fondamentalement mauvaise. Après tout, si la prospérité humaine est bien liée à la croissance de la production, ma foi, tout se tient et ça se défend. Alors évidemment, j'imagine que vous êtes un peu frustré de cette conclusion en demi-teinte. En mode oui d'accord, c'est cohérent et rationnel, bien, mais t'aurais pas oublié un petit détail dans le raisonnement? Genre, je sais pas, que le changement climatique, c'est pas juste une externalité négative comme les autres, et que ça va, je sais pas, tous nous tuer par exemple? Alors certes, vous êtes très perspicace. Pour la première fois, il survient un gros bug dans le système productiviste technosolutionniste. Le gros bug, c'est qu'aujourd'hui, la science ne parvient plus à produire des solutions viables pour répondre à ces attentes productivistes. Les optimisations créent à leur tour toujours plus d'externalités négatives et il devient absolument impossible de poursuivre le cycle indéfiniment sans plonger dans une vision ultra technologique et donc assez peu réaliste de l'environnement. C'est ce que rappelle à juste titre Florence Abetz dans un autre texte publié l'année dernière sur le journal du CNRS, intitulé de manière très à propos « Gestion de l'eau, devons-nous être les plombiers de l'environnement ?» On se situe là dans un cercle vicieux bien connu des scientifiques. Le stockage de l'eau conduit à multiplier son usage et notre dépendance à l'eau, ce qui amplifie les impacts lors des pénuries et incite à la création de nouveaux stockages. On arrive aujourd'hui à vouloir contrôler les débits minimaux et maximaux pour maintenir les usages, traitant les rivières comme des tuyaux, branchant et débranchant des connexions et des bassines, tel un Super Mario Bros, plombier de l'environnement. C'est plutôt joliment dit, je trouve. Alors me direz-vous, c'est bien beau de nous faire la description du bug du productivisme face au changement climatique. Mais c'est pas comme si en face les alternatives écologistes étaient complètement dépolitisées et parfaitement scientifiques non plus. Et d'ailleurs, après moult circonvolutions, tu n'as toujours pas répondu à la question. Pourquoi la science ne dit pas donc clairement qu'il ne faut pas construire ces bassines? Ça serait plus simple, non? Et vous avez parfaitement raison, décidément. Merci de me faire la transition, c'est très aimable à vous. La position anti-bassine, que l'on peut qualifier politiquement d'écologiste, n'est pas moins idéologique que celle des productivistes. Elle est simplement en opposition directe et irrémédiable avec celle-ci. En effet, les écologistes n'ont pas fixé comme objectif premier dans leur logiciel idéologique la croissance de la production, très loin de là, mais la protection de l'environnement. Dans cette idéologie, c'est l'usage humain qui sera la variable d'ajustement d'un objectif de protection de l'environnement jugé prioritaire. On peut tout à fait considérer, tout comme les productivistes considèrent que l'accroissement de la production est essentiel à la prospérité humaine, que la protection de l'environnement est essentielle à la prospérité humaine. Mais il s'agit là d'un point de vue idéologique, certes parfaitement défendable, mais qui n'est pas plus scientifique qu'un autre. Dans le sujet qui nous préoccupe, il se trouve que la science ne valide pas les bassines comme des adaptations au changement climatique. Mais ce n'est pas une preuve que la science soutient ou valide l'idéologie ou les politiques écologistes, ni en partie, ni dans leur ensemble.
C'est simplement que la non-construction des bassines est plus cohérente au regard des objectifs de lutte contre le réchauffement climatique sur ce sujet. Voilà tout. Mais on peut toujours les construire quand même, c'est en substance ce que dit Magali Regueza, géographe et membre du Haut Conseil pour le climat, dans un tweet du 3 avril dernier. On a parfaitement le droit de penser que malgré leurs limites et risques qui font l'objet d'un consensus scientifique, il faut construire des bassines. La science est descriptive, pas prescriptive. Elle ne dit jamais ce qu'il faut faire. Mais, et nous allons le voir dans la prochaine vidéo, ce n'est pas pour autant que les scientifiques ne disposent d'aucune marge de manœuvre pour aider à la prise de décision politique. Tiens, mais c'est comme si on allait quelque part avec cette chaîne, comme si les vidéos se suivaient avec une sorte de cohérence, c'est tout bonnement incroyable. Alors, agroécologie, agriculture biologique, problématiques de rendement, régime alimentaire et filière de distribution, vous verrez que lorsqu'il s'agit de produire de la connaissance en matière de changement de société, les scientifiques peuvent être particulièrement prolifiques. C'était la deuxième vidéo de cette chaîne, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, et à nouveau, bienvenue dans l'Argumentarium. Hey yo, what's real? You walking on the ground with blood spill. The dirt ain't even dry, it's mud still. The truth is a buzzkill, but if it won't save you, what will? The ignorant to tell you to just chill, but that's how the dust build. I recommend a shovel instead. Dig deep, uncover the dead, it's suffering and bled. The gutters are red, blood in the streets, check the receipts, yeah. While some feast, some got nothing to eat. We call it